Ah, bonjour, bonne gens. Alors, dans ma lecture de Camus, La Peste, je m'approche du dénouement. Et il y a un épisode qui est assez tragique, puisque les familles des patients sont amenées dans un stade en guise de quarantaine. Et là, on a nos protagonistes qui visitent l'endroit. Et le narrateur décrit la situation. Si l'on en croit ses notes, Tarou, donc ce personnage énigmatique qui commence à être décrit de plus en plus, ça se précise autour de ce personnage. Tarou les comprenait, et il les voyait au début entassés dans leur tente, occupés à écouter les mouches ou à se gratter, hurlant leur colère ou leur peur quand ils trouvaient une oreille complaisante. Mais à partir du moment où le camp avait été surpeuplé, il y avait eu de moins en moins d'oreilles complaisantes. Il ne restait donc plus qu'à se taire et à se méfier. Il y avait en effet une sorte de méfiance qui tombait du ciel gris et pourtant lumineux sur le camp en rouge. Donc il parle du camp en rouge parce qu'ils ont des tentes rouges. Oui, ils avaient tous l'air de la méfiance, puisqu'on les avait séparés des autres. Ce n'était pas sans raison, et ils montraient le visage de ceux qui cherchent leur raison et qui craignent. Chacun de ceux que Tarot regardait avec l'œil inoccupé, tous avaient l'air de souffrir d'une séparation très générale avec ce qui faisait leur vie. Et comme ils ne pouvaient pas toujours penser à la mort, ils ne pensaient à rien. Ils étaient en vacances. Mais le pire, écrivait Tarou, est qu'ils soient des oubliés et qu'ils le sachent. Ceux qui les connaissent les ont oubliés, etc. etc. Alors c'est en fait un extrait qui reflète bien l'état intérieur des personnes qui sont, comme on dit maintenant, en chômage partiel, hein, qui sont démunis de leur capacité d'action et qui n'ont pas de but à remplir dans la vie, qui ne peuvent pas s'affirmer. Ça fait partie dans les pyramides des besoins fondamentaux. Euh, le, le projet d'autoréalisation, de réalisation est un projet important. Bon, ben voilà, on en est là. Hein. Donc, j'ai parlé récemment des problèmes de secteurs tout entiers qui vont être impactés par les mesures du shutdown. Et bien, entre autres, il y a aussi des impacts psychologiques. Et en fait, on apprend plus sur Tarou. En fait, ce qui est important de comprendre, c'est que Tarou, ce personnage, pourquoi il est devenu tel qu'il est, c'est parce que son père était procureur général. Et quand il était enfant, il voyait son père sous les traits plutôt d'un bonhomme affable, sympathique. Et en fait, à l'âge de 17 ans, son père l'a convié à assister à une plaidoirie où il réclamait la tête de. Ce dernier réclamait la tête d'un coupable et l'a obtenu. Et Tarous s'est identifié à ce moment-là à celui qui avait été finalement déclaré coupable. Et en fait, Camus, à ce moment-là, par l'intermédiaire de la plume de Tarou ou de ses paroles, transfigure
le symbole de la peste dans une allégorie. Vous allez comprendre. J'ai compris alors que moi, du moins, je n'avais pas cessé d'être un pestiféré pendant toutes ces longues années, où pourtant, de toute mon âme, je croyais lutter justement contre la peste. J'ai appris que j'avais indirectement souscrit à la mort de milliers d'hommes, que j'avais même provoqué cette mort en trouvant de bons les actions et les principes qu'il avait fatalement entraînés. Les autres ne semblaient pas gênés par cela, ou du moins ils n'en parlaient jamais spontanément. Moi j'avais la gorge nouée. J'étais avec eux, et j'étais pourtant seul. Quand il m'arrivait d'exprimer mes scrupules, ils me disaient qu'il fallait réfléchir à ce qui était en jeu, et ils me donnaient des raisons souvent impressionnantes pour me faire avaler ce que je n'arrivais pas à déglutir. Moi je répondais que les grands pestiférés, ceux qui mettent des robes rouges, ont aussi d'excellentes raisons dans ces cas-là, et que si j'admettais les raisons de force majeure et les nécessités invoquées par les petits pestiférés, je ne pourrais pas rejeter celles des grands. Etc. Voilà donc Camus qui était un fervent opposant à la peine de mort. C'est le thème par exemple d'une autre de ses œuvres, L'étranger par exemple. Là, dépeint assez bien ce qui se passe à travers cette situation d'épidémie. C'est-à-dire que l'épidémie de peste n'est pas qu'une attaque, un fléau qui s'abat naturellement sur les gens et déclenche des maladies, mais c'est aussi un fléau qui nous afflige psychiquement parlant. Donc ça, c'est ce qui est intéressant dans ce livre, puisque on voit que il y a non seulement des retombées euh, psychosociales, mais aussi il y a par exemple des prises de position. Il y a la prise de position, par exemple, j'en ai parlé, du prêcheur, Panlou, qui va même succomber à la peste, et avant qu'il succombe, il y a une espèce de retournement de considération. Il se prend d'avoir plus de justement à compatir pour le sort de ses proches, etc. Euh, c'est toute l'intelligence de Camus, hein, on voit bien toute son humanité. Et donc nous sommes dans une situation qui nous amène à réfléchir à notre relation avec autrui, avec notre prochain. Et effectivement, aussi bien que le dépeint Camus, on a le choix, toute la laxité du choix entre le dédain, le mépris, l'aide opportuniste, l'aide désintéressée, et etc. Et le dévouement complet à une cause, finalement, pour des raisons profondes qu'on ne saurait sonder. Voilà, donc effectivement, notre, euh, un des personnages principaux, un des protagonistes, là, notre Tarou, c'est quelqu'un qui se prend pour la cause tout simplement parce qu'il ne supporte pas l'injustice. Et l'injustice des injustices, c'est la condamnation à mort. C'est-à-dire, pour Camus, c'est très clair, hein. Camus parle à travers la bouche de Tarou. euh, la peine de mort est la pire des violences qu'on puisse exercer à un être humain. Il en est fermement convaincu. Et ça fait réfléchir effectivement, parce que c'est... Vous vous rappelez des propos de notre préfet de police de la préfecture de Paris, Monsieur Didier Lallemand, qui a donc dit oui, ceux qui aujourd'hui sont dans les soins intensifs en réanimation sont ceux qui sont sortis et qui n'ont pas respecté le confinement il y a 3 semaines. Alors c'est exactement le manque d'aménité
c'est exactement cette qualification de pestiféré que Tarou aurait employée à l'égard de son père, des robes rouges, des gens qui sont absents de toute compassion. Donc, vous voyez comme quoi hein, ce livre dépasse largement le cadre d'une description d'une situation, d'une épidémie, dans une ville, dans un contexte particulier, etc. Ça fait référence, et c'est ce qui en fait bien entendu toute l'utilité de l'œuvre, c'est que ça dépasse ce cadre et c'est universel finalement. Ce qui est intéressant, c'est de voir les parallèles, c'est-à-dire que nous vivons une époque où effectivement nous sommes pris dans cette ambivalence entre le fait de cette propension à aller vers l'autre, parce que nous sommes des êtres sociaux, nous avons besoin des autres, en même temps le rejet de l'autre, le recul, le repli, la peur, le découragement, l'espoir et le désespoir. Donc en fait il y a toutes ces oppositions qui sont bien entendu incluses dans le, dans le, dans le propos. Voilà, donc j'ai hâte de lire le dénouement et ensuite j'essaierai avec vous d'en tirer des conclusions aussi pour notre situation actuelle. Vous voyez que actuellement, en fait, avec ce déconfinement qui pourrait se retransformer en reconfinement ou avec des élections qu'on peut reporter ou pas, et avec des mesures qu'on risque de prendre, soit d'ouvrir, de refermer de la restauration, ou qu'est-ce qu'on fait avec cet été, etc. Et bien finalement, euh, tout change très rapidement comme considération. Et à mon avis, les gens sont angoissés. Sont angoissés du quotidien, sont angoissés du lendemain. Ils sont pris dans cette forte inquiétude de ne pas savoir de quoi sera fait le lendemain. Et n'est pas un hasard si j'ai bien entendu choisi de, d'aborder la lecture de La Peste de Camus pendant cette période de pseudo-confinement, puisque ici on n'est pas vraiment confiné, mais avec la fameuse distanciation, quelle horreur sociale. Euh, et plus je réfléchis par rapport à cette lecture, et plus je suis, comment dire, d'abord, premièrement, je me sens plus impliqué par rapport à la, la, la considération par rapport à la maladie. C'est-à-dire, oui, non, ce n'est pas une bagatelle. Et effectivement, voilà, c'est, faut pas négliger les morts, les souffrances, etc. Même si on les voit que par journaux interposés, etc. Mais les faits sont là, et les faits sont têtus. Euh, et en même temps, je ne suis pas dupe non plus sur le fait qu'il y a vraiment à travers les médias qui relayent les informations pour aller chercher l'effet sensationnel, toujours les médias ne marchent pas en vous donnant des bonnes nouvelles. Ils vous donnent pas, si vous disent le soleil brille, et, il fait beau temps et tout le monde se promène dans la rue tranquillement en sifflotant.
ils vendent pas de journaux. Donc, ce qu'on appelle les marronniers, quoi. Donc, quand ils vont sortir, bien entendu, à tel coin du monde, il y a un truc qui s'est passé, et voilà, ça y est, c'est reparti dans la catastrophe. Ou alors, c'est les effets de sensation, du style, on a trouvé un vaccin, et puis, en fait, c'est des gros effets d'annonce, parce que les gens qui travaillent dans ces laboratoires ont intérêt pour soulever des fonds, faire du fundraising, comme on dit, de grossir un petit peu la nouvelle pour justement trouver de l'argent, mais finalement, il n'y a peut-être pas derrière tout ça. Donc, on l'avait déjà vécu avec la recherche contre le sida, le HIV. Je ne sais pas si vous vous rappelez, moi je me rappelle très bien, on nous annonçait l'année prochaine le vaccin. Et ça, on nous l'a fait pendant, je sais pas, au moins 15 ou 20 ans. Avant que, bon voilà, bon, après il y a eu les trithérapies, ça s'est un peu calmé, parce qu'on, disons qu'on pouvait se rendre compte que les patients ne mouraient pas automatiquement après, disons, 10 ans, la chute de leur CD4, et puis c'était terminé. Mais bien sûr, les gens continuent à mourir de l'HIV, et il n'y a toujours pas de vaccin contre l'HIV. Alors, comparaison n'est pas raison, mais vous voyez que le problème, il est que quand on fait un effet d'annonce, qu'on nous dit, voilà, on a trouvé le vaccin, etc., savoir raison garder. Tant que les expérimentations sont pas abouties, ne sont pas abouties, n'allons pas trop vite, ne précipitons. Ce sont les médias qui encouragent aussi à ce genre d'effet d'annonce en permanence, et on est bombardé d'un côté et de l'autre avec des nouvelles contradictoires. Et voilà, il y a moins de morts par là, et il y a plus de morts à côté, et il y a un vaccin par là, et il y a un tel traitement qui marche pas, telle étude qui... Et le professeur Raoult, et la chloroquine est peut-être dangereuse, ou pas dangereuse, ou plus dangereuse, ou moins dangereuse, etc. On n'en sait plus rien. Donc, soyons... euh, prenons du recul, prenons du recul, prenons du recul. Vraiment, c'est important d'essayer d'englober comme ça, d'embrasser d'une vue toute la situation et se dire, voilà, l'expérience, à l'aune de l'expérience de gens qui ont vécu déjà des crises qui étaient même beaucoup plus importantes, bien sûr, alors cette fois-ci locales, c'était pas une pandémie, mais des pandémies, il y en a déjà eu. Il y a déjà eu la grippe espagnole, il y a déjà eu la fièvre de Hong Kong, donc c'est pas nouveau non plus. Et voilà, prenons du recul. Là, on est pris dans l'événement, on est pris dans le quotidien, on est pris dans le présent. Et d'accord, mais voilà, il y a des... euh, comme on est pris dans le présent, on est un peu aussi comme ces personnes isolées dans le stade. Finalement, il y a de la méfiance. Je crois que c'est un mot-clé, ça. Il y a de la méfiance qui règne actuellement. Et donc, le doute, oui, avoir le doute, mais la méfiance, ah, ça fait déjà, et c'est comme la peur, ça s'instille, et ça nous empêche finalement d'être actifs au bon sens du terme. Bon, on a déjà pas mal de temps, donc je vous invite à réfléchir aussi à tout ça. Il y a beaucoup à dire, et puis chacun a bien entendu sa propre expérience et son propre processus de pensée. Et voilà, quand j'aurai fini le bouquin, peut-être que ben, je serai avancé d'une case en plus, je sais pas. Et jusqu'à là, essayons encore une fois d'exercer notre esprit critique et de penser en prenant du large. Bonjour chez vous.